d'abord au nom du comité du Berry des Amis de la commune. Non, c'est bon, c'est bon. Au nom du comité des Amis de la commune de Paris, nous saluons notre présence aujourd'hui, tout le public, en général, les représentants d'organisations ou d'associations, les membres de l'Université du Temps Libre, je vais dire un mot après, les amis du comité, et puis les amis en général qui viennent soutenir une action, quelle qu'elle soit, pour faire plaisir. Je voudrais tout d'abord excuser et remercier M. le directeur de l'UT Soudain qui nous a mis à disposition très amicalement l'amphithéâtre aujourd'hui et le personnel de l'IUT pour l'excellent accueil. Je voudrais remercier très particulièrement Michel Fossier, directeur de l'UTL, Université du Temps Libre, qui m'a très bien aidé dans la mise à disposition de l'amphithéâtre et dans l'entrée dans cette très belle salle. Merci à toi, Michel. Je voudrais excuser Monsieur le maire d'Issoudun, l'ancien co-président du comité d'organisation du centenaire de la commune en 1971. Et je pense que M. Tony Benoît aussi est ici, non? Non, donc il m'avait dit que son adjoint serait là, donc il n'est pas là. Je ne l'excuse pas. Voilà, donc on a 2 heures d'échange et de débat. Alors on a le grand plaisir d'accueillir Jean-Louis Robert, c'est un grand plaisir de l'avoir à nos côtés, d'avoir fait cette soirée ce soir. Président d'honneur de l'Association nationale des amis et amis de la commune de Paris, professeur émérite à l'Université de Paris 1, ancien directeur du Centre d'histoire sociale du XXe siècle, et qui a fait de nombreux travaux sur le XIXe siècle, XXe siècle, le mouvement ouvrier, et toujours dans la perspective d'une histoire totale. Il vient donc nous présenter ce soir son dernier ouvrage dans la commune, dont le titre pour nous les amis du Berry parle, parce que nous sommes vraiment dans cette démarche de renouveler l'histoire de la commune, des nouvelles approches, donc une nouvelle histoire de la commune de Paris 1871. Alors cet ouvrage est un ouvrage qui évoque la révolution communale parisienne de 1500 pages, 3 tomes, un nombre incalculable de notes et d'annexes, et des années de travail dans les archives de l'institution pour pouvoir le sortir. C'est un ouvrage qui ouvre sur l'espace de Paris durant le temps de la commune et qui est porteur d'une relecture sans filtre, avec un esprit critique, avec une approche inédite, c'est-à-dire que l'histoire totale est construite sur la parole du peuple de Paris. Alors quand on dit peuple, c'est les individus, ceux qui sont aussi pour des postes à position, des dirigeants de l'État communal, donc les paroles de ces gens d'en bas et qui ont des responsabilités aussi. Alors à travers les ressentis, il va nous parler de la mentalité, la sensibilité, c'est vraiment une approche inédite. C'est pour ça que le titre « Nouvelle approche de la commune de Paris » est vraiment parfaitement exact par rapport à cet ouvrage. C'est un ouvrage aussi après certains autres qui va faire référence, qui doit faire référence dans les étapes de connaissance de l'histoire de la commune et qui est aussi source de réflexion pour le temps présent, bien au-delà. Et c'est un ouvrage donc à travers cette parole dans les lieux, les arrondissements, les quartiers, qui ouvre une nouvelle relecture. Je voudrais dire enfin que toute recherche qui apporte un surplus significatif tant en qualité qu'en nouveauté mérite d'être que les chercheurs, chercheuses, historiens, historiennes, quel que soit leur statut et leur âge d'ailleurs, s'en emparent, justement pour que ce soit des dimensions nationales ou locales, pour réajuster par les nuances apportées dans l'ouvrage leur production par rapport à l'histoire qui est déjà écrite de la commune, et puis pour s'emparer des nouveautés, pour trouver de nouvelles pistes pour des thématiques. Voilà. Merci Jean-Louis, et je te passe la parole. Bien, d'abord, vous m'entendez là où je suis un peu trop loin? C'est bien là comme ça? Donc d'abord merci à nos amis du Berry, avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à travailler. C'est riche, un peu finalement, à force de venir avec vous, travailler. Donc c'est toujours ce plaisir que j'ai d'être partagé ces relations, dont je verrai d'ailleurs un peu que pendant la commune, tout n'est pas simple entre Paris et la province.
c'est pas non plus une histoire sainte dont je vais vous parler. Le but de mon histoire n'est pas toujours de faire une histoire sainte de la commune. Voilà. C'est un travail d'une douzaine d'années que j'ai réalisé. C'est d'abord 7-8 ans dans les archives, dans la presse, avec tous les problèmes, vous savez, qu'on a quand on travaille dans les archives. On pense qu'on va avoir un carton qui va nous parler de ça, et dans le carton, ben, il n'y a pas du tout ça. Et donc, ben non, c'est pas 1871, c'est 1865. Ensuite, alors quand même, on feuillette tout le carton. Et il n'y a rien. Bon, et puis après, au contraire, il y a un carton où on n'attendait rien, et heureuse surprise, une pièce magnifique, originale, qui va nous parler de choses qu'on n'avait encore jamais vues. C'est ça, c'est le plaisir de l'histoire. Je crois que quand on est historien, je pense que parmi vous, il y en a qui ont ce plaisir d'être historien. Hein. C'est ce contact constant avec le document même du passé qui exprime le fait qu'on est historien. C'est accepté pendant 10 ans de vivre un peu en 1871, ce qui fait que, certes, on est toujours historien du présent, avec les interrogations du présent, mais en essayant de se ressentir le plus possible en 1871, dans l'année de la Commune. Donc, essayer de plonger avec le moins d'anachronisme possible dans ce qu'est la sensibilité ou la façon de vivre des gens. On sait que c'est pas nous, et on sait qu'on va parler pour eux ou pour elles. Et il faut le faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une historien ou historienne, d'une anthologie, en disant je vous livre ça que des citations, que des anthologies, que des textes. Non, parce qu'il faut aussi que nous, on essaye d'intervenir pour parler là-dessus. Et là, obligatoirement, c'est l'homme du XXe siècle qui va intervenir. Voilà. Donc c'est cette façon de faire à laquelle tous les historiens sont constamment confrontés, éviter l'anachronisme, être à plein dans cette époque, la vivre. Quand on sort après une journée, tout d'un coup, complètement passé en 1871, on sort des archives de la préfecture de police, par exemple, et on se retrouve à aller à une réunion politique fraternelle. Ça fait partie de façon d'être, de constamment avoir ce lien. On vit dans deux mondes différents. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire dans notre travail, avec bien sûr les méthodes là, professionnelles de l'historien, nos approches critiques, scientifiques, puisque l'histoire a indiscutablement aussi à la fois une discipline littéraire et scientifique. Voilà, donc ces 12 ans de travail, c'est quand même un moment assez important pour moi d'en parler. Alors, je pense que le public, comme toujours, est dans ces réunions divisé entre ceux qui connaissent déjà pas mal la commune et ceux qui n'y connaissent quasiment rien, parce que la commune est très mal enseignée. Elle n'est pas vraiment dans les programmes scolaires, donc il peut arriver que dans ces études, on n'ait jamais entendu parler, c'est arrivé de la commune de Paris. Voilà, donc on connaît quelques cas. Moi j'ai une fille, là maintenant elle arrive en première, jusqu'à présent aucun de ses professeurs ne lui a jamais parlé de la commune de Paris. Voilà, ça tombe mal quand on a un thème comme moi. Pour les professeurs, de se rendre compte de ça, que bien personne ne leur en a jamais parlé. Voilà, mais il y a des professeurs, hein, c'est très variable, qui au contraire vont, à l'occasion d'un cours sur le XIXe siècle, dire, si je parle du XIXe siècle, français et même international, parce que la commune, ça a un aspect, une dimension internationale, c'est une répercussion internationale. On en parle encore dans le monde entier, plus ou moins, mais on en parle encore dans le monde entier, va évoquer la commune de Paris. Donc, les publics sont comme ça, entre ceux qui connaissent déjà bien la commune
Et ceux qui ne connaissent pas, donc je suis un peu obligé de rappeler un certain nombre d'événements quand même au début de ça, et d'en parler de manière un peu générale. Et à certaines occasions, j'essaierai de montrer un peu ce que j'ai apporté dans cette histoire. Dans mon livre, malheureusement, mais ça je ne sais pas mon fait, il n'y a pas de caricature, il n'y a pas d'image. J'aurais beaucoup aimé mettre des images, mais ça, mon éditeur n'a pas voulu, donc il n'y en a pas. Et vous voyez qu'évidemment, il y a eu une abondante, surabondante production d'images pendant la commune. Là, vous voyez une caricature communarde. Les caricatures communardes, elles ne sont pas dans la presse. La caricature, c'est des choses qui sont distribuées. Vous ne trouverez pas dans les journaux de caricature. Ce sont des petites feuilles volantes que l'on vend à très très bas prix dans la capitale. Alors, la caricature, comme toutes les caricatures, elle dit vrai et elle déforme. Donc là, vous voyez une caricature communarde, hein, c'est la commune, c'est l'opposition entre ceux qui fuient Paris, c'est-à-dire les riches, hein, ceux qui possèdent, celui qui possède, et ceux qui, avec la commune, arrivent, c'est-à-dire celui qui n'a rien. Là, je pense que c'est un terrassier, hein, et un cheminot, puisqu'il a un ballot qui arrive et qui prend le pouvoir dans la ville. Donc une image de la commune qui est la représentation la plus directement sociale de cette révolution, qui n'est pas, et on y reviendra, seulement sociale. On pourrait presque présenter la commune à travers cette guerre des images, mais c'est périlleux parce que ça insiste sur des aspects, comme toujours, l'histoire de caricature. Alors, quelques mots très rapidement sur les origines de la commune. Ces origines de la commune, elles tiennent à... On ne va pas remonter jusqu'à la Révolution française, on ne s'en sortirait pas, mais il y a un côté fondamentalement républicain. Vous vous rappelez pour certains du coup d'État du 2 décembre 1851, du petit Napoléon le Petit, hein, et dans la commune, il y a une visée profondément républicaine qui va être présente. Il y a un héritage des luttes républicaines du Second Empire qui sera un des facteurs essentiels de la commune. Vous savez, après la guerre franco-prussienne, sur laquelle je reviendrai très rapidement, il y a eu des élections à une Assemblée nationale, le 8 février 1871, et après cette guerre franco-prussienne, à ces élections, on voit bien comment les Parisiens étaient attachés à la République. Sur 43 députés, 42 sont républicains. Donc vous voyez, c'est un peuple massivement républicain, et la commune a cette dimension d'un héritage républicain qu'il ne faut jamais oublier, qui n'est pas non seulement social, mais qui est aussi profondément républicain. J'ai pu faire un travail, pour montrer ce que j'ai pu faire dans mon livre, j'ai repéré pendant toute la période du 18 mars à la fin de la commune, ça dure 62 jours, comme vous le savez, du 18 mars à la fin mai 1871, les vivas, c'est-à-dire tous les cris vivent, quelque chose qui se déroule pendant la commune. Ceux que dans la rue on crie, ou à la fin des réunions, ou voilà, à la fin d'un discours, ou surtout ce qui m'intéressait dans la rue. Et là, c'est tout à fait frappant. Le 18 mars, le cri qui sort, c'est pas vive la commune. Le cri qui sort, c'est vive la République. 18 mars, jour de l'insurrection, ce qui sort partout, le cri, c'est vive la République. Un petit peu vive la commune. Mais non, le 18 mars, vive la République. On crie partout. Dans Paris. Le jour des barricades, le jour sur le fond à Montmartre, c'est vive la République. 80 à 90%, c'est vive la République. Parfois, c'est vive la commune. Et puis au fur et à mesure, on voit monter vive la commune parce que une révolution, c'est pas seulement un moment, c'est un processus, ça évolue. Et au fur et à mesure, on voit monter l'idée de ce que serait une révolution communale, propre à une ville, avec tout ce qui peut être particulier du fait que c'est une révolution qui va être limitée à une commune.
Et on voit, au contraire, l'idée progressivement de défendre notre commune, et donc de crier vive la commune, notre institution, notre révolution. Mais au départ, le 18 mars, c'est vive la République qui sort. Voilà. Même s'il y avait déjà eu des réflexions sur ce que pourrait être une commune, c'est ça. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a ce côté politique de la République. Il faut toujours penser qu'en 1871, en France, on ne sait pas ce que sera le régime. Maintenant, c'est une évidence que nous sommes en République. Comme en Angleterre, paraît-il, c'est une évidence qu'ils sont une monarchie. En 1860, c'est pas du tout une évidence si on serait une république ou une monarchie. Pas du tout. Rien n'est joué, rien n'est. Si on serait une monarchie, un empire ou une république, c'est pas du tout comme maintenant. Voilà, donc crier vive la République, c'est pas anodin. Dans cette époque, c'est pas anodin. La République, elle n'est pas conquise. Celle qui sera conquise, c'est pas exactement celle que les communards voulaient, mais voilà, l'idée de la République, elle est fondée sur l'idée d'égalité. Parce que la République, c'est enlever un monarque qui a le pouvoir. Voilà. Donc, il y a aussi cette idée d'égalité qui partage. Alors, il y a l'aspect profond qui va circuler tout le temps, l'idée de la République, certes démocratique et sociale, mais d'abord la République. Alors, après, dans les causes plus évidentes, vous avez aussi, pas plus évidentes, mais aussi importantes, vous avez l'aspect social que j'évoquais. Cette période du Second Empire, c'est aussi la révolution industrielle, c'est connu, donc je ne développe pas, c'est l'apparition d'une classe ouvrière et d'une exploitation qui peut être grave et que j'ai rencontré, je dois le dire, qui m'a frappé, qui a irrigué beaucoup dans mon livre, qui est la misère. Voilà. C'est très difficile de penser que pendant toute cette période, il règne une énorme misère, qui en plus va être accentuée par les circonstances. Et on dit, voilà, les fonciers, on se bat pour ci, on se bat pour ça, on a telle opinion politique, on est pour ci, pour ça, et ils le font dans leurs assemblées. Mais en même temps, il y a une extrême misère. Donc par exemple, aller à l'école quand on y va les pieds nus, sans chaussures, c'est fréquent. C'est fréquent. Les descriptions sociales, on n'a pas de chaussures. Comment je vais manger demain? Mais c'est pas des phrases pour dire comment on va manger demain, nos fins de mois sont difficiles. Non, c'est vraiment comment demain je vais acheter mon pain. Pas nos fins de mois sont difficiles, c'est demain, pour une partie de la population, c'est comment je vais manger. Moi, ça, c'est ce qui m'a frappé. Alors, c'est pas toute la population parisienne, c'est même pas tous les ouvriers, parce qu'il y a des ouvriers d'élite qui gagnent relativement bien. Mais les femmes qui gagnent 10 centimes à l'heure, là, pour elles, et puis s'il n'y a pas de travail, c'est avec une période où il n'y a pas de travail. Il n'y a aucun travail à Paris pendant le siège et pendant la Commune. Il n'y a presque pas de travail. Il n'y a aucune allocation de chômage, ça n'existe pas. Donc il y a une misère qui est présente, qui va être présente pendant la Révolution. Voilà, donc là, cette société, alors il ne faut pas non plus l'exagérer, parce qu'il y a effectivement des ouvriers qui ne sont pas malheureux, qui vivent correctement, mais il y a une présence extrêmement importante de cette vie précaire, qu'on commence à voir, mais qui est d'une ampleur qu'on a du mal à percevoir. Voilà, c'est pour ça que cette photo elle est assez significative de ce qu'on peut trouver dans les villes ouvrières du XIXe siècle.
Alors ça signifie aussi, donc, évidemment, cette paupérisation qui est inégale, il ne faut pas l'exagérer, le développement des luttes ouvrières, des premiers syndicats, de premières manifestations politiques, là, c'est ça connu d'une grève, mais aussi ça va au-delà des grèves que le Second Empire a admis en 1864, a toléré, disons, à partir de 1864, il y a un droit de grève toléré. Parfois il y a des manifestations quand même de l'armée, des interventions militaires, mais là ce sont des ouvriers qui se mettent en grève, qui débraillent pour leur salaire à la Villette, dans l'usine de gaz de la Villette. Ils débrayent. Donc on voit aussi, à la fin du Second Empire, se développer ce mouvement ouvrier et qui prend même une dimension internationale que je ne peux pas évoquer au niveau de l'Association internationale des travailleurs. Là, il y a tout un champ encore d'ailleurs de travail qui mériterait d'être développé sur ces dimensions. Donc voilà, il y a aussi ce contexte républicain, ce contexte social, et à Paris, je passe très rapidement, un contexte urbain spécifique qui est la politique d'Haussmann qui fait le début, mais c'est seulement le début, des migrations interquartiers de la... On disait autrefois, c'est un peu exagéré, qu'à Paris, la ségrégation sociale, c'était à l'intérieur de l'immeuble de bas en haut, en bas le concierge, etc., au premier étage, la grande famille bourgeoise, etc., et puis plus on montait, plus c'était pauvre. Et puis alors, sous les combles, c'était les miséreux. Et là, on va pouvoir commencer, mais commencer seulement, il ne faut pas l'exagérer surtout, la migration vers les périphéries parisiennes, vers les banlieues de l'époque. C'était Belleville, même si c'était, par exemple, absorbé par Paris, mais c'est encore des banlieues. Voilà. Donc on a aussi ce phénomène de mécontentement par cette désappropriation de la ville pour les citoyens qui partent vers les périphéries urbaines. On commence à avoir les premières manifestations de ce type, l'existence de banlieues, de périphéries urbaines. Mais ce n'est pas encore absolument fondamental. Donc on a toutes ces causes, bien sûr, qui sont présentes, qui vont jouer dans la commune, et puis on a des causes plus immédiates, je vais très rapidement. Bien sûr, la plus immédiate, c'est la guerre, cette guerre franco-prussienne que Napoléon le Petit, comme disait Victor Hugo, a engagée, malheureusement, pour lui, qui se termine le 4 septembre après l'écrasement de Sedan par la fin de l'Empire, et qui va concerner Paris de façon très importante, puisque à partir du 19 septembre 1870, Paris est entouré par les armées allemandes, prussiennes et bavaroises, en fait, et va subir un siège que vous connaissez de plusieurs mois jusqu'au 28 janvier, siège très dur. Donc là, vous voyez un dessin des fortifications de Paris, ces fameuses fortifications, donc pendant le siège par les Prussiens, qui se situaient à peu près entre le boulevard, à peu près entre le boulevard des Maréchaux, vous savez, la ceinture des Maréchaux, et le boulevard périphérique. Toute la zone qui était là était à peu près la zone des fortifications de Paris, et au pied de ces fortifications, ce qu'on appelle la zone non édificandie, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de construire pour que l'armée puisse bombarder en quelque sorte les gens qui avanceraient sur Paris. Donc Paris va être encerclé et combattre pendant plusieurs mois. Et ça va marquer énormément parce que, ça a été un siège très dur. C'était un siège extrêmement dur, un côté pittoresque, comme dans les éléphants, mais un siège très très dur, puisque il y a quand même des morts de faim pendant la commune, et une démographie de mortalité très élevée. Là, maintenant, on sait que cette mortalité très élevée touche surtout les personnes âgées, qui, comme pendant les conflits, sont toujours celles qui meurent le plus dans les civils. Les personnes les plus âgées, dès qu'il y a des problèmes de froid, de faim, sont celles qui meurent le plus. Mais comme il n'y a pas dans l'historiographie d'histoire des vieux, on fait beaucoup d'histoire des jeunes, on fait maintenant, heureusement d'ailleurs, de plus en plus d'histoire des femmes. Par
parcours l'histoire des vieux, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas un historien qui travaille sur l'histoire des vieux, mais ce sont les grands sacrifiés en fait de cette période. C'est eux qui meurent comme des mouches pendant le premier siècle. Ça, c'est les travaux les plus récents de démographie historique qui le montrent. Donc, c'est un siège très très dur et qui caractérise il y a deux caractéristiques que je rappelle rapidement. Un, ce peuple parisien, républicain, j'y reviendrai aussi, il va être très attaché à cette défense de sa vie qu'il mélange avec la défense de la patrie, c'est la même chose. Et il va très vite contester ce qu'il pense être insuffisant comme politique de la part du gouvernement de défense nationale. Donc très vite, on va voir des manifestations, que je n'ai pas le temps de traiter, qui vont s'opposer à ce qu'ils estiment insuffisant dans la politique de défense nationale, dans la politique d'organisation sociale de la ville, et il y aura progressivement des réclamations politiques et sociales qui vont se manifester en disant que le gouvernement n'est pas assez républicain, qu'il ne défend pas assez la patrie, qu'il ne prend pas assez en compte les besoins matériels des Parisiens, et que le général Trochu, le participe passé du verbe trochoir, ne défend pas sérieusement et la patrie et le peuple. Donc, il y a un mécontentement et il y a une tension, parce que ces 4 mois sont très durs. Une tension qui va être aussi présente pendant la Commune de Paris. Il faut s'imaginer que pendant la Commune de Paris, succède une révolution qui va succéder à 4 mois de tension très dure. Donc, vous voyez, c'est un climat qui va s'installer. On a cette misère latente qui s'exaspère avec la guerre où il n'y a plus de travail, et les tensions liées à 4 mois de guerre. Ces 4 mois de guerre, c'est pas. Je ne veux pas dire qu'on parle de Gaza aujourd'hui, c'est pas aussi dramatique que Gaza, les bombardements qui se font sur Paris, mais c'est pas si loin que ça. Donc voilà, imaginez 4 mois où ça bombarde, où ça tombe sur la ville. Voilà, il faut se mettre ce que c'est dans la tête, où il y a peu à manger, où il n'y a plus de charbon qui arrive, plus rien. Voilà. Donc, ils vont sortir de cette situation dramatique, tout en étant d'ailleurs extrêmement mécontents du fait que le gouvernement qui dirige la défense nationale va accepter les conditions allemandes. Alors, à côté de ça, le deuxième point que je relève, c'est que pendant ce siège va se former à côté, enfin dans la ville, une garde nationale, sur laquelle je n'ai pas le temps de parler, mais en gros, c'est le peuple armé. Ça fait 300 000 Parisiens qui vont se retrouver dans la garde nationale, qui est très différente de la garde nationale d'avant, qui était censitaire, et donc beaucoup plus populaire, de fait. Voilà. Et cette garde nationale, elle va progressivement s'organiser et s'instaurer en double pouvoir dans la capitale. Pouvoir parallèle, hein. Donc là, vous voyez par exemple des différents corps de la garde nationale qui sont présents. Donc tout ça va déboucher après l'armistice le 28 janvier, l'élection d'une Assemblée nationale le 8 février. Cette Assemblée nationale, à la différence de Paris, tout à l'heure on parlait des élections dans l'Indre avec Jean, les 5 députés qui sont élus dans l'Indre ne sont pas des républicains très décidés, on va dire, hein. Certains sont même clairement monarchistes, et cette Assemblée est massivement monarchiste, largement monarchiste. Elle va choisir de siéger à Versailles, ce qui pour les Parisiens est évidemment un chiffon rouge, parce que Paris, aller s'installer à Versailles, ça veut dire l'Ancien Régime. C'est vraiment un chiffon rouge pour les Parisiens.
Choisir Thiers, bon, on n'a pas le temps de développer Thiers, mais quand on lit les écrits sur Thiers pendant la Commune, ce que les gens pensaient de Thiers, ce que la population pensait de Thiers, on voit à quel point pour eux c'était tout un héritage qu'ils refusaient profondément, et même alors, du point de vue de la symbolique, le fait même que Thiers soit âgé, c'est un homme du passé qui arrive à nos yeux, alors qu'ils veulent un autre avenir. Donc, Thiers, Versailles, mais pas seulement les mesures symboliques, des mesures sociales, je ne citerai que deux très rapidement, que vous connaissez, la possibilité de dégager les objets du mont-piété, plusieurs centaines de milliers d'objets qui avaient été engagés au mont-piété, s'ils sont mis en vente, vous ne pouvez plus les dégager, vous ne pouvez plus les reprendre. Mais les gens, il n'y a pas d'argent pour aller reprendre les objets au mont-piété. C'est la misère, il n'y a pas de travail. Comment vous pouvez aller reprendre vos objets? Vous ne pouvez pas aller reprendre les objets, vous ne pouvez pas payer ce que vous avez touché, plus les intérêts en plus. Donc vous ne pouvez pas reprendre vos objets et vous apprenez que le gouvernement les met en vente. Donc vous ne pourrez plus jamais les reprendre. Comme ça, il y a aussi l'obligation de payer tous les loyers non payés pendant le siège, sous menace d'expulsion. Ça, c'est catastrophique aussi, il n'y a pas d'argent pour payer les loyers, puis il n'y a pas de travail. Donc voilà, vous avez toute une gamme de mesures sociales aussi qui accompagnent, qui fait que le conflit entre Paris et Versailles ne cesse de développer jusqu'au 18 mars, qui est le jour de l'insurrection. Ce jour de l'insurrection, Paris, bon, on ne peut pas développer, j'ai fait un chapitre sur le 18 mars assez complet, j'espère, mais cette insurrection, personne ne l'a vraiment préparée ni voulu. Je crois qu'il y a des théories que Thiers l'aurait voulu, je ne suis pas sûr que Thiers ait jamais envisagé de prendre le risque d'une insurrection pareille pour pouvoir la réprimer 3 mois après. Je ne crois pas trop. Ce qui est certain, c'est que quand le général demande à la foule qui va empêcher que les canons soient emmenés, les canons de la garde nationale qui apportaient la garde nationale soient emmenés, certes, il y avait eu déjà les blanchisseuses de Montmartre qui étaient montées sur la ville pour essayer, sur la butte pour empêcher qu'on reprenne les canons, que l'armée reprenne les canons qui appartenaient à la garde nationale, comme vous voyez ici. Il y a le peuple qui est là, mais personne n'a prévu que quand le général dit feu, ces basculements un peu mystérieux de l'histoire, la troupe ne tire pas. Voilà. Ça bascule. Ça, personne ne l'avait prévu, personne n'était sûr que la troupe n'allait pas tirer. Voilà, la troupe ne tire pas, ça fraternise, et le jour même, effectivement, Paris se couvre de barricades. Voilà, c'est le 18 mars, voilà, de représentation des barricades, et c'est là que je voudrais peut-être commencer à voir certains problèmes que je veux un peu aborder, qui sont un peu plus complexes que peut-être la vision qu'on peut avoir. Voilà une photo d'une barricade, le 18 mars. Je ne parle pas sur tous les problèmes que c'est que la photographie pendant la Commune, des problèmes de pose, etc., qui sont posés, qui sont très significatifs. Mais cette photo, elle m'intéresse surtout pour une chose, d'un grand photographe de la Commune bien connu, qui s'appelle Braqueuet, qui avait pu se balader dans la ville avec son appareil photo sur les boutons, etc., et les communards a accepté de poser pour lui. Ce qui m'intéresse fondamentalement dans cette photo, c'est le drapeau. Quel est le drapeau de ce bataillon, cette compagnie peut-être, de la garde nationale, qui garde une barricade le 18 mars? C'est le drapeau tricolore. Ce n'est pas le drapeau rouge, c'est le drapeau tricolore.
Donc c'est que le 18 mars, les bataillons de la garde nationale, ils n'ont pas de drapeau rouge. Ils ont des drapeaux tricolores. La garde nationale, c'est la patrie mobilisée pour la défense de Paris et du pays pendant la guerre avec les Prussiens. Ils n'ont pas de drapeau rouge. Ils ont des drapeaux tricolores. Et on va voir, pendant la Commune, basculer le drapeau, du drapeau tricolore au drapeau rouge. C'est-à-dire progressivement, on le voit, chaque bataillon demande, il y a 200 bataillons de la guerre nationale, 200 000 hommes, plus, chaque bataillon demande, se fait faire un drapeau rouge. Voilà. Pour autant, et donc alors on voit même, par exemple, un texte de ce genre-là, et ça va devenir le drapeau de la Commune. Hein. C'est le drapeau qui va apparaître sur les bâtiments de la Commune. On parle par exemple, voilà, dans le 12e arrondissement. La présence du drapeau rouge sur tous les bancs publics est obligatoire et interdiction de toute présence du drapeau tricolore, je cite, souillé de toutes les trahisons aux fenêtres des édifices, même privés, de l'arrondissement. Donc, vous voyez à quel point le drapeau rouge se substitue au drapeau tricolore. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que ce drapeau rouge? Alors, bien sûr, c'est le drapeau de la classe ouvrière, d'un point de vue des luttes sociales. Mais dans leur tête, c'est aussi le drapeau de la patrie. Le drapeau rouge devient aussi le drapeau de la patrie. Alors, je peux vous en citer beaucoup de déclarations. Par exemple, autour de la patrie, autour de cette horrible flamme rouge, de tout le sang que le peuple a versé, groupons-nous. Autour de la patrie, autour du drapeau rouge. Ce drapeau rouge, c'est le drapeau de la patrie. J'ai trouvé, par exemple, qu'on chante la Marseillaise. D'ailleurs, le chant de la Commune, c'est pas l'international, c'est la Marseillaise. Hein. Là, j'ai décompté les chants, regardez tous les chants qu'on chante. Les bataillons de la garde nationale, ils vont au combat au chant de la Marseillaise. Parfois le chant du départ, c'est la Marseillaise, le chant de la Commune. Le premier chant de la Commune, celui qu'on devrait chanter partout, c'est certainement pas l'international qui n'existe pas. C'est pas le temps de citer des cerises qui n'est pas destiné à ça. Ça peut être le chant international qui a été mis en place, c'est marginal. Partout, on défile, partout dans les clubs, on chante la Marseillaise. C'est le chant de la Commune, la Marseillaise. C'est le drapeau rouge et c'est la Marseillaise. Alors parfois on fait des variantes. Alors je vous en trouvez une, par exemple, que j'ai trouvé qui se trouve avec les gens, sur la table. Contre les Versaillais, contre vous la France est levée, ainsi que son rouge drapeau. La France, son rouge drapeau. Voilà. Donc, ces communards, ils sont constamment à la lisière de la classe, du groupe social et de la défense de la patrie. C'est extrêmement important de le concevoir, d'essayer de le comprendre. Et alors, comme hier j'étais à Longchamp, je me suis amusé et je vais vous la montrer aussi. Donc ça c'est un communard qui s'appelait Gustave Abrial, qui était un ouvrier mécanicien, ensuite un inventeur, etc. Et qui est parti à Montluçon un certain temps et qui a inventé une nouvelle machine à écrire, à coudre. Et les communards sont des grands inventeurs. Il y a énormément d'inventions faites par les communards, parfois farfelues, mais parfois passionnantes. Hein. C'est vraiment des innovateurs à tout point de vue. Et il invente, après la Commune, il habitait à Saint-Étienne, cette machine à coudre. Alors vous voyez, on voit bien cette mentalité qui s'exprime, hein, qui reste, c'est 20 ans après la Commune, mais encore révolution, hein, quand même, il lui reste ça dans la tête.
Mais, vous voyez, mais aussi fabrication exclusivement française. Alors, comme argument, c'est peut-être un argument de vente, mais c'est aussi parce que pour lui c'est très important. Après, bon, les prix, etc., etc. Donc, voilà, constamment, il faut faire cette couture, quand on travaille sur le sujet, sur ces rapports entre lutte sociale, mais un sentiment patriotique qui s'exprime sous des façons très différentes, très diverses, mais qu'on ne peut pas enlever de l'histoire de la commune. L'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations de la commune. L'interprétation marxiste, c'est une lutte des classes avec une forme inédite de la dictature, la première forme de la dictature du prolétariat qui s'installerait. Vous avez la lecture libertaire, c'est un moment d'émancipation, libertaire du peuple, des dominations de l'État et du capital. Vous avez la lecture républicaine que j'évoquais tout à l'heure, celle que Jacques Rougy développait surtout. C'est d'abord une révolution républicaine. Vous avez d'autres que je n'ai pas le temps de vous indiquer, lecture de cet événement. En fait, c'est toujours une couture de tout ça qui fonctionne. C'est pour ça que j'appelle ça, moi, une polyphonie. Parce qu'il s'agit de lignes mélodiques très distinctes, très complexes, qui produisent une œuvre. La commune, c'est une œuvre polyphonique. Très belle œuvre d'ailleurs. Donc, voilà un premier point sur lequel j'essaie de vous montrer ce que j'ai voulu faire. Ceci dit, le 26 mars, il y a les élections, donc quelques jours après, et à Paris, c'est un choix, et de faire des élections, discuter, mais c'est pas le propos, on peut tout voir, et le 28 mars, la Commune de Paris, devant une centaine de milliers de personnes, est proclamée. Les Parisiens sont maîtres chez eux. Donc commence une période qui va être celle, mais qu'il ne faut pas oublier un point où là aussi on est toujours obligé de faire ce travail de couture, c'est que ça, on est le 28 mars 1871, la Commune est proclamée. Le 2 avril, 5 jours plus tard, la guerre civile commence. C'est-à-dire qu'ils ont eu 5 jours où, voilà, à peine le temps de commencer leur action communale. 5 jours plus tard, la guerre civile commence, lancée par Versailles, et les premières batailles sont une catastrophe pour les communards, donc commence un nouveau siège. Et une guerre civile, que j'ai décrite un peu dans mon livre, qui est une guerre terrible comme toutes les guerres civiles. Les guerres civiles, c'est toujours terrible. C'est terrifiant. C'est souvent parce que les guerres ne suivent pas beaucoup de cas de voilà. Et donc, toute l'action de la commune, c'est aussi constamment être obligé de mettre en relation ce contexte de guerre civile avec ce qu'ils font. Et parfois, ça limite ce qu'ils font, ce qui fait que certains vous diront, la commune n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, bien sûr, elle n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, mais c'est pas pour autant qu'elle ne voulait pas le faire. Donc c'est constamment un travail d'essayer de concevoir ce que fait cette guerre dans l'action que mène la commune. C'est pas une assemblée comme les autres. Alors c'est pas une assemblée comme les autres parce que il y a dans la commune des formes de démocratie assez inédites. Ces formes de démocratie inédites, je n'ai pas le temps de développer parce que là il faudrait être extrêmement long. Donc la démocratie, c'est gouvernement du peuple par le peuple. Pour le peuple, mais pour le peuple c'est un peu facile parce que tout le monde va dire moi mon programme il est pour le peuple. Qu'est-ce que c'est généralement le programme qui est pour le peuple? C'est une question qui n'est pas incluse dans la démocratie. Ça ne suffit pas de dire que. Voilà. Mais en tout cas, on peut penser que c'est ça. Et effectivement, d'un certain point de vue le plus premier, par le peuple, on peut dire qu'on est quand même assez proche de ça. Le peuple communard, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez là, un ouvrier cordonnier de 30 ans, pour vous montrer l'usure au travail à 30 ans à Paris.
il y a 30 ans, on est déjà extrêmement marqué par 18 ans de travail derrière soi. Soit peut-être même 20 ans de travail derrière soi, c'est dur. Donc effectivement, on va se trouver avec le peuple du travail qui va arriver au devant de la scène. L'Assemblée qui est élue, on peut dire, alors, elle est de composition très diverse, mais c'est vrai qu'on a rarement connu l'Assemblée où les classes populaires soient aussi nombreuses. Je pense que même en examinant les assemblées de la Libération, les assemblées après la Libération, après 44-45, je crois qu'on a rarement connu l'Assemblée des classes populaires soit aussi fortement représentée que dans les 80 élus à peu près de la Commune de Paris. C'est un fait que personne ne peut contester, au sens très divers du peuple. Ce n'est pas que les ouvriers, et les ouvriers, c'est très divers. Il y en a qui sont dans la misère, je le dis, mais pas tous. Puisqu'on parlait de l'international, Eugène Potier, il n'est pas dans la misère, c'est un dessinateur sur étoffe, très actif dans l'international, et chansonnier également, auteur de paroles, etc. Mais plus tard à peine plus tard dans l'international. Mais voilà, il est dessinateur sur étoffe, c'est pas miséreux, hein. Il vit correctement, il a des belles commandes, parce qu'il travaille pour son compte. Il travaille pour son compte tout en étant défendant les syndicats de salariés. Voilà, donc c'est pas non plus, il ne faut pas penser que tout le monde est là dans cette misère extrême, mais c'est quand même tout d'un coup une irruption, hein, jusqu'au plus haut sommet des classes populaires qui arrivent, comme je crois à peu près jamais dans notre histoire. Un autre point qu'on peut souligner, c'est que dans ces classes populaires, il y a une partie qui était privée de deux parties qui étaient privées de tout, qui vont arriver à participer à ce gouvernement par le peuple, les étrangers. Alors là, c'est la caricature anti-communale, une caricature versaillaise, évidemment. C'est un membre assez célèbre, pour ceux qui connaissent l'histoire, beaucoup ici, qui est Léo Frankel. Donc, Léo Frankel, c'est un Austro-Hongrois, puisqu'à l'époque c'était l'Autriche-Hongrie, c'est un Austro-Hongrois de Budapest, qui est élu dans le 13e arrondissement de Paris, et c'est là que la commune va aller prendre cette première décision de valider son élection, alors que c'est un étranger. Parce que la République universelle, bien qu'on soit très patriote, c'est là que c'est complexe, on admire la République universelle, vous voyez, toujours cette couture constante, on est patriote, mais on veut la République universelle. Et donc, pour ce rêve de la République universelle, tout citoyen qui veut servir sa cité doit pouvoir la servir. Qu'il soit français ou étranger, n'a aucune importance. Donc, les étrangers peuvent être élus à la commune, ce qui est pas du tout encore pensé dans notre époque, peut-être même moins maintenant qu'il y a 20 ans. Malheureusement, ou heureusement, je dirais, comme historien, je ne dirais rien, mais comme citoyen, je dirais peut-être malheureusement, voilà, qu'au moins on a des élections locales, puisque là il s'agit d'élections communales, les étrangers peuvent être élus et prendre même des responsabilités, puisque ce Frankel, bien sûr vous le savez, devient, entre guillemets, ministre du travail de la commune. On prend une très haute responsabilité sur un des points essentiels de l'action de la commune. Alors évidemment, les Versaillais le représentent en prussien et en pétroleur. Casque prussien et pétroleur incendiaire, parce que c'est l'image que va après la commune développer sur ce qu'est la commune. Et puis aussi, sous les formes peut-être moins nettes, parce qu'il ne faut pas les embellir, c'est la participation des femmes, qui est une spécificité d'un peuple qui n'avait aucun poids dans la vie politique,
pas de droit de vote, et aucun droit social, strictement aucun droit. La femme du 19e siècle est une mineure à tout point de vue, dans les droits politiques et sociaux, c'est une mineure, et on va avoir pendant la Commune une irruption d'un mouvement de femmes. Ce mouvement de femmes, qui peut aller même jusqu'à des exemples de femmes combattantes, là je vous montre une femme de la marine, de la artilleur dans la marine de la Commune. Là, c'est vraiment jusqu'à la femme émancipée, la plus émancipée, puisque vous voyez, elle a revêtu l'habit, le pantalon, et elle fume en plus. Voilà, elle est vraiment dans une période où certaines femmes vont s'émanciper, mais aussi participer de façon extrêmement active à cet ensemble énorme de réunions qui est présent dans la commune. Donc là, vous voyez des femmes qui parlent derrière nous. Je ne peux pas développer beaucoup. Il y a des limites, là encore, hein, pas toujours. La question du droit de vote des femmes, c'est quasiment inexistant. Il faut vraiment chercher beaucoup. Ça effleure parfois, mais l'ouvrier parisien, il ne pense absolument jamais que l'on puisse donner le droit de vote aux femmes, sauf quelques élites extrêmement microscopiques. Voilà, donc là, il y a des limites, mais la façon dont va fonctionner la démocratie communale, c'est-à-dire une sorte de parole donnée au peuple, va leur permettre de s'exprimer. Et par contre, dans les clubs, dans les assemblées populaires, elles sont extrêmement souvent présentes. Et on va voir se former des oratrices, souvent d'origine populaire elle-même. Hein. Souvent, c'est des blanchisseuses, des relieuses, des couturières, des domestiques, parfois des institutrices, rarement, très rarement des bourgeois. Ce mouvement, c'est un mouvement de femmes du peuple, c'est pas un mouvement de l'élite intellectuelle, pourtant qu'il y en a eu beaucoup, malheureusement, à cette période. Donc, ce mouvement s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est la démocratie de la commune, sur lesquelles il y aurait énormément à dire, que j'ai beaucoup traité sur le développement de la parole, ce développement de la parole dans les clubs. Les églises, vous savez, sont réquisitionnées. Elles sont, pour le communard, les églises appartiennent au peuple. C'est vrai, depuis la Grande Révolution, nous avons les églises appartiennent au peuple, elles appartiennent aux communes. Elles sont laissées aux églises, mais elles nous appartiennent en quelque sorte. Elles n'appartiennent pas aux personnes, les églises. Elles nous appartiennent, elles appartiennent aux communes. Donc les communards considèrent que les églises, il faut les partager entre des moments de culte et des moments de grandes réunions populaires. Et c'est surtout dans les églises, pas seulement, que ces grandes réunions populaires se tiennent, avec une citoyenneté extrêmement active, basée sur une idée fondamentale, qui est que le peuple doit être toujours souverain. Que le peuple doit toujours être souverain, que le peuple ne peut pas abandonner sa souveraineté aux mains des élus. C'est-à-dire qu'il y a bien des élus à la commune, il y a bien un gouvernement, il y a bien des élus, mais ces élus, c'est pas parce qu'ils sont élus qu'ils ont le pouvoir. Non, le pouvoir, c'est toujours le peuple. Jamais les élus. Les élus ne sont que des mandataires du peuple. Ils ne sont là que pour exprimer ce que le peuple veut. Pas seulement, donc, le peuple n'est pas au pouvoir seulement le jour de l'élection, après les élus dirigent, puisqu'ils ont été élus, donc vous devez, la démocratie dit que certains modèles de démocratie disent que vous devez leur obéir, puisqu'ils ont été élus. Ça, c'est la démocratie. Vous ne pouvez pas obéir aux élus, mais vous n'êtes pas démocrate. Non, ça c'est une conception de démocratie. Une autre conception de démocratie, c'est de dire, non, ils ont été élus, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont nos dictateurs.
C'est nous qui restons au pouvoir. Rousseau disait, les Anglais ne sont pas le peuple le plus démocratique. Au contraire, ils croient être libres, les Anglais, parce qu'ils élisaient la Chambre des communes. Non, ils ne sont pas libres. Ils sont libres un jour tous les 4 ans, le jour où ils votent. Après, ce n'est pas le peuple le plus libre. Le peuple, un peuple libre, il est tout le temps souverain. Il n'abdique jamais son pouvoir, fût-ce aux mains d'élus. Il n'abdique jamais sa souveraineté. Voilà. Ça, c'est leur grande idée. Donc, ils essayent, je développe ça dans mon livre, ils essayent de trouver des formules pour que l'Assemblée de la commune ne soit pas, et c'est très compliqué, ne soit pas décideuse toute seule. Voilà, parce que maintenant on est élu, donc on décide, voilà, c'est comme ça, vous avez l'Empire, on a le droit. Non, moi, ce n'est pas comme ça. La loi, c'est pas les élus qui la font, c'est le peuple. Voilà. Donc il y a beaucoup de formules qui sont essayées avec plus ou moins de réussite. Hein. Alors là encore, complexité, ils sont très attachés dans cette démocratie à une dimension évidemment essentielle de la démocratie qui est la liberté. Il n'y a pas de démocratie sans liberté. Juste la démocratie la plus large, ça suppose une liberté. Et les voilà qui sont en train d'interdire des journaux. Vous voyez ici une manifestation contre la suppression des journaux par la commune en avril 1871 au milieu de la commune, avec tous les problèmes que ça pose, parce qu'on voit des gardes nationaux qui viennent arracher les journaux à des vendeuses et des vendeurs de journaux, parce qu'ils vendent des journaux que les communards, la commune a décidé d'interdire. Et cette vente des journaux, c'était souvent, pour certains, un moyen de survivre, vendre des journaux. Comme la petite gamine là, que vous voyez qui vend des fleurs sur les boulevards. On voit beaucoup de gamins qui vendent des journaux, qui vendent des fleurs, parce que les enfants doivent participer à cette vie quotidienne pour trouver des sous. Et là, évidemment, ça suscite des mécontentements sur le boulevard. Ça suscite des mécontentements d'ailleurs aussi des ouvriers du livre, parce que supprimer la moitié des journaux, c'est supprimer le travail des ouvriers du livre. Donc il y a des manifestations des ouvriers du livre contre la suppression des journaux par la commune, des journaux favorables à Versailles. Il y a des ouvriers du livre qui vont manifester contre la commune parce qu'elle supprime des journaux qui leur donnent du travail. Et alors là, c'est la guerre civile. On veut faire la démocratie, mais on est en pleine guerre civile. On est en plein conflit dramatique. Et ça suscite d'ailleurs énormément de paroles, de débats, de discussions, de tensions dans la commune. Alors ça va tout à l'heure, je ne sais pas si tout à l'heure on le disait, mais ça va d'André Néo, par exemple, une communarde célèbre, dont on va célébrer l'année prochaine l'anniversaire, qui dit, le 22 avril, en protestant contre cette suppression de journaux versaillais, de journaux qui combattaient la commune, qui dit qu'en faisant ça, nous abdiquons les principes. Abdiquer les principes, c'est abdiquer sa mission. Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre nous? Parce qu'évidemment, les Versaillais avaient interdit la presse socialiste ou démocratique. Comment le monde choisira-t-il entre eux et nous? Qu'on nous attaque en justice, que nous attaquions en justice le mensonge, mais que la liberté de penser soit inviolable. Écrit André Néo, et il y a beaucoup d'opinions qui vont dans ce sens-là. Mais il y a au contraire ceux qui vont dans le sens totalement opposé, qui disent mais on ne peut pas, dans une guerre, tolérer que ses ennemis puissent parler. L'ennemi de l'intérieur, on ne peut pas l'accepter.
Donc, il faut interdire la presse ennemie, voire même aller plus loin, mais c'est minoritaire, pour quelques-uns, l'idée qu'il faut aller jusqu'à la terreur. Modèle de la Révolution, allons jusqu'à la terreur. Mais ça reste minoritaire. Voilà, vous voyez la multiplicité de paroles et d'opinions qui se mettent en branle pendant la Commune, avec parfois des réactions populaires qui sont très fortes, qu'on sent parfois aussi, encore de nos jours dans certains milieux, très fortes contre la presse entre guillemets bourgeoise, la presse versaillaise, ces feuilles immondes, c'est une plaie sociale, c'est une lèpre, il faut la supprimer. Ces feuilles versaillaises qui défendent les riches, quoi, en gros, de toute façon, ils n'auront pas leur place dans la société à venir. Donc, là, il y a une large discussion sur ces thématiques de la liberté. Je trouve un texte, par exemple, que je vois de quelqu'un qui dit ces gueux-là, il parle des journalistes. Journalistes, en général. La plupart des journalistes, pas mal, la plupart des journalistes, ces gueux-là, ils nous ont assez calomniés, puisqu'ils mangent au râtelier de nos ennemis, qu'ils aillent à Versailles. Ces journalistes sont nos ennemis. Ces gens des médias sont nos ennemis. Voilà, ils s'en aillent. Voilà, et ça, mais tout le monde n'est pas là-dessus, puisque au contraire, on dit non, liberté, même nos ennemis doivent parler. Grand débat, au plus haut niveau, ça se prospère, on cherche des solutions, voilà. Autre complexité, je parlais tout à l'heure, le gouvernement par le peuple. Donc l'égalité, c'est l'égalité sociale. Et ça, c'est pas si simple à réaliser en temps de révolution. L'égalité sociale, je rappelle qu'il y a une grande misère, une grande pauvreté, mais en même temps, c'est quelque chose de hiérarchisé, la commune. Il y a quand même un gouvernement, il y a quand même des élus qui vont se verser une certaine somme d'argent. Il y a un premier débat à la commune où ils décident combien on va se payer comme élu. Et le vote, c'est qu'il y a une proposition 10 francs, 15 francs, 20 francs par jour. Majorité, on prend le plus élevé. Donc voilà. C'est pas simple, ils votent, ils disent bah oui, qu'est-ce qu'on va voter, nous, les futurs élus, qui sommes en majorité des classes populaires. C'est normal qu'ils se payent, ils ont arrêté de travailler, et il faut qu'ils vivent, bien sûr. C'est pas ça du tout qui est normal, mais eh bien, on choisit le salaire, l'allocation, comme vous voulez, le revenu le plus élevé. C'est pas un revenu dithyrambique, du tout, mais c'est quand même déjà un bon revenu. Voilà. Donc, c'est très difficile. Là, voilà une photo encore de Braqueret. Bon, bah, vous avez une garde nationale, il y a quand même un état-major. Vous voyez qu'il y a une disposition sociale qui met en valeur dans la photographie les généraux de la commune. Ceux de la place, c'est là où il y a l'état-major et les généraux. Vous voyez les généraux qui sont là, on met au centre, et puis il y a les gardes nationaux de la base. Et quand on étudie attentivement les choses, on se rend compte, parce que j'ai étudié les procès-verbaux d'élection d'un grand nombre d'officiers de la garde nationale, puisqu'ils sont élus. Les officiers de la garde nationale sont élus jusqu'au grade de colonel. Ce qui posait des problèmes d'organisation, mais ça, c'est pas la question. Alors, on se rend compte que dans la garde nationale, il y a à peu près 80% d'ouvriers. Quand vous arrivez à chef de légion, c'est 60%. Quand vous arrivez à colonel, c'est 20 à 25% d'ouvriers. Donc il y a un processus de filtrage, qui se fait. Ce filtre, il est complexe parce que
il y a les compétences. Alors, lui, il est quand même plus compétent pour nous commander. Hein. Jusque-là, ça va, un ouvrier, les combattants, les batailleurs, lui, il va être un bon combattant. Et là, quand même, il faut qu'il se connaisse un peu. Hein. Alors, un colonel, bon. Donc, on voit l'autorité naturelle qui a des structures de domination très profondes hein, qui s'expriment, y compris pendant la commune. Bon, ça se retrouve dans le fonctionnement de la commune même, je n'ai pas le temps de le trouver, mais aussi quand on voit, c'est très dur de modifier une situation de grande pauvreté. Dans une situation de grande pauvreté, vous voulez vous en sortir. Vous voulez en sortir tout de suite. Vous voulez vous en sortir tout de suite, donc vous n'avez pas le temps d'attendre que la révolution vous donne dans 10 ans des résultats positifs. Maintenant. Donc, vous faites ce que vous faites quand vous êtes dans la misère, vous avez fait avant, vous vous adressez aux gens qui sont au-dessus, fussent-ils des communards, et vous leur demandez une aide. Moi, j'ai trouvé des centaines de lettres de gens qui sont dans la misère, souvent des femmes, etc., et qui vont s'adresser aux élus de la commune exactement comme si c'était d'autres élus. Et là, ça se termine, monsieur le maire, même qu'il ne soit pas maire, parce que la commune ne veut pas de maire, monsieur le maire, je serai toujours votre dévouée servante si vous acceptez de me donner un bon de pain pour ma famille. Votre dévoué serviteur. Tout mon respect. Toutes ces hiérarchies, c'est extrêmement compliqué de les voir surmonter parce qu'elles sont solidement, très solidement établies. Donc, on voit là encore hein, comment se ficelle à la fois, puis en autre temps, vous allez retrouver une de ces lettres où va mettre citoyen et saluer l'égalité. C'est même pas saluer fraternité, c'est saluer l'égalité. Donc là, on pose la chose, vous êtes mon égal, j'ai ce droit. Mais ces rapports fonctionnent, il faut voir comment tout ça agit en période de révolution de façon très complexe. Ça ne débouche pas sur une œuvre qu'il faut quand même mettre en avant à tout moment, parce que si on ne la met pas en avant, on oublie ce qu'est la commune. Quand on voit la complexité, il faut aussi tenir compte de tout ce que la commune peut faire. Donc là, elle est généralement connue, mais je la rappelle rapidement. La première, le décret de séparation de l'Église et de l'État, au principe de la liberté de conscience, tout simplement. L'Église est séparée de l'État, au principe qu'on ne doit pas être imposé contre sa conscience, il n'y a pas à payer d'impôts pour payer l'Église. Donc l'Église est séparée de l'État, il y a d'autres articles que je n'ai pas le temps de développer. Première conséquence sur la laïcité. La laïcité dans les écoles qui se réalise, qui avait commencé, hein, on l'a évoqué tout à l'heure pour l'Issoudun, elle a commencé déjà dans certaines communes avant la commune, hein. C'est pas que la commune qui le fait, ça a déjà été commencé dans certaines communes avant la commune, mais là ça se généralise dans tous les arrondissements, hein. Citoyens, ce que vous réclamez avec nous depuis si longtemps, ce que les hommes du 4 septembre, c'est-à-dire le gouvernement de défense nationale, vous avez refusé, l'instruction purement laïque est un fait accompli dans notre arrondissement. Toutes les congrégations religieuses ont été chassées. Après, ça c'est facile, enfin facile, j'exagère, mais une fois que vous avez ça, que vous savez que 50% des enseignants dans les écoles ce sont des frères et des sœurs de congrégation, vous avez la moitié des maîtres qui manquent. Donc vos écoles ne fonctionnent plus.
Alors, je dis, alors, où sont vous avez chassé les sœurs, là, mais, parce que l'enseignement des filles, il y avait beaucoup plus de congrégations religieuses que l'enseignement des garçons. Suivant une conception que les filles doivent être toujours plus ficées que les garçons, qu'elles doivent être plus morales. Donc, il y avait beaucoup plus de sœurs qui enseignaient chez les filles que de frères des écoles chrétiennes chez les garçons. Et tout d'un coup, donc, dans la majorité des écoles filles, il n'y a plus aucun enseignant. Donc, voilà, vous trouvez devant. Alors là, c'est la révolution concrète. C'est la révolution concrète. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus les institutrices religieuses, on les a dit. Alors on dit qu'ils n'ont pas osé le faire dans les hôpitaux, par exemple. Ils voulaient laïciser aussi et remplacer les sœurs. Et après, ils n'ont pas osé le faire parce que c'était trop dangereux. Il n'y en avait vraiment pas des infirmières, des infirmiers laïcs pour les remplacer. Mais là c'était dans leur programme, maintenant de le faire. Alors donc il faut trouver, on voit comment on met en place des procédures de recrutement, comment on va recruter des institutrices et des instituteurs laïcs le plus rapidement possible. Et là, on est dans la réalisation concrète de ce que peut être une révolution, avec toutes les difficultés que ça rencontre. Automatiquement, il y a des difficultés. Voilà, il faut trouver. Sinon, les gens disent alors, il n'y a plus d'école, elle est fermée. C'est pas satisfaisant de faire une révolution qui ferme les écoles. Donc, ils sont pris devant ça, et ceci dit, c'est qu'ils réalisent la laïcisation des écoles. 13 ans avant 1884, ils enlèvent les crucifixes qui étaient obligatoires dans toutes les écoles, y compris lorsque les maîtres étaient laïcs. Avant, vous êtes obligés d'enseigner avec un crucifix derrière vous. C'est d'ailleurs pour ça que Louis Michel n'a jamais été dans une école communale, dans une école publique. Michel enseignait dans une école publique. Alors, comment moi je suis un défenseur d'école publique, elle était dans une école privée, Michel. Ben oui, elle était dans une école privée. Elle n'a jamais été dans une école publique, Michel. Parce que vous voyez, Michel, c'est accepter, un, de prêter serment à l'Empire, et deux, d'avoir un crucifix derrière elle, enseigner. Non, donc elle a toujours été dans une école privée, Michel, elle a été dans une école privée qu'elle fabriquait elle-même, où là, elle n'avait pas la tutelle impériale et les obligations créées par la loi Falloux d'un enseignement religieux et de la présence d'un crucifix. Donc l'enseignement privé, c'est pas du tout la même chose. En 1870, là encore, par un effort, l'enseignement privé en 1970, c'est pas l'enseignement privé actuel. L'enseignement privé soit plus laïque en 1870 que l'enseignement public qui est obligatoirement, qu'il soit ou non assuré par les frères et les sœurs, doit être religieux. Voilà, donc je ne vais pas compliquer les choses. Il y a toute une action sociale, que je n'ai pas le temps de développer. Et là aussi, on voit bien dans cette action sociale, parce qu'ils sont devant la misère, donc ils veulent faire cette action sociale, elle est très importante pour eux, et donc ça peut aller dans beaucoup de domaines, sur la santé, etc., etc. Et moi j'ai étudié leur budget, parce que là encore on est sur la vie concrète de la Révolution, et dans cette vie concrète de la Révolution, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'ils dépensent de plus en plus. Alors, déjà ils donnent d'énormes dépenses parce qu'ils sont en guerre, l'essentiel de leur budget qui va, c'est pour la défense, pour les gardes nationaux et la défense, la guerre civile. Mais en même temps, on va monter, parce que pour eux, c'est très important de répondre le plus vite possible à ces exigences sociales qui affleurent. Donc moi, je vois le budget qui monte, surtout dans les arrondissements les plus prolétariens de Paris. Par contre, le budget dans le 16e et le monde arrondissement, qui est le quartier bourgeois de Paris, là, ils n'augmentent pas les budgets. Mais dans les arrondissements populaires, il faut des dépenses avec un progrès vertigineux. La révolution est interrompue, mais ils auraient très certainement rencontré des problèmes de financement. Et ils auraient rencontré, c'est là la complexité très grande qui va jouer,
ils auraient rencontré l'obligation de question d'impôt. Parce que pour financer des dépenses, il faut des recettes. Ça ne tombe jamais tout seul. Et pour avoir des recettes, il faut des impôts. Or, si vous regardez le discours des communards, ils n'aiment pas les impôts. Et là, ils n'aiment pas les impôts, ils n'aiment pas l'État. Donc, payer les impôts, c'est renforcer l'État. Ils n'aiment pas l'État. Pourquoi ils n'aiment pas l'État? Parce que dans leur tête, l'État, ils n'aiment pas les fonctionnaires. Si vous regardez l'histoire, ils n'aiment pas les fonctionnaires. Ces ouvriers n'aiment pas les fonctionnaires. Pourquoi? Parce que justement, les fonctionnaires, c'est, dans leurs yeux, à leurs yeux, c'est l'ordre impérial. Le fonctionnaire, il est au service de l'ordre. Il a été au service de l'ordre. C'est le gendarme, le juge, le militaire, c'est leur adversaire de tous les jours. Donc ils n'aiment pas l'État, ils n'aiment pas les fonctionnaires, et ils n'aiment pas l'État aussi parce que, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut tisser tout, il y a un côté un peu libertaire dans leur mentalité. Ils n'aiment pas les dominations. L'État, quel qu'il soit, c'est toujours une forme de domination. Donc voilà, tout ce qui peut peser sur nous, y compris un État fût-il démocratique, fût-il un État où le peuple peut parler, c'est gênant. Donc là, il y a aussi toute une couture qui se fait, très complexe, entre comment créer une situation qui permette de la solidarité sans que cette solidarité pèse sur le citoyen. On a le sentiment qu'elle nous a imposé. C'est des débats qui reviennent. Alors je passe rapidement sur les mesures qu'ils prennent, sur l'homopiété, où ils vont rendre les objets aux citoyens gratuitement, les objets de petit prix, sur les loyers, sur la réquisition des logements vides, des logements abandonnés, pour les mettre, c'est toute une série de grands décrets de la commune qui sont connus, mais je ne veux pas dire le décret, mais quand même il faut les rappeler. La réquisition des logements abandonnés, et on trouve les papiers voilà, où vous voyez, on ordre au propriétaire, parce qu'il n'est pas là, de loger des deux citoyens. Il y en a qui n'ont pas de logement. Ils réquisitionnent des logements vides, et ils font pareil. Donc là, il y a aussi un énorme champ que je ne peux pas traiter du tout, qui serait passionnant à développer, qui est tout cet aspect central de la place au travail. Place au travail, c'est leur mot d'ordre aussi. Maintenant, le travail arrive au pouvoir. Et là, je n'ai pas le temps de le développer, c'est très long. Ce serait trop long parce que le mot travail est chargé, mais pour eux, c'est le mot-clé, c'est un de leurs mots-clés, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi un de leurs mots-clés, le travail. Vivre dignement en travaillant, avoir tout le produit de son travail. Voilà, c'est ça les deux grands points. Vivre dignement de son travail, avoir tout le produit de son travail. Étant entendu que quand on dit ça, travail a deux sens. Ça peut être travail par opposition à capital, on égale seulement travail salarié, ou travail, tout travail. Donc le mot même travail est un mot très complexe à concevoir. Est-ce qu'on entend seulement pour le salarié, ou est-ce qu'on entend pour tous ceux qui travaillent? Donc le bourgeois qui travaille utilement mérite aussi, pour beaucoup de communards, vous allez trouver des discours, le bourgeois qui travaille utilement, il mérite de gagner largement ses sous. Celui qui est l'ennemi dans la partition sociale du communard,
C'est celui qui ne travaille pas ou celui qui fait un travail inutile. Voilà. Donc évidemment, tous ceux que je disais, les généraux, mais par exemple, évidemment, sont aussi, ce que je dis, certains boutiquiers, parce qu'ils spéculent, ça devient un travail inutile. Mais le commerçant, il travaille utilement. Tout ça, ce sont des débats sur les conditions sociales de l'époque. Et on voit là qu'il y a un processus qui se met en place pendant la Commune. C'est qu'au début, ils sont persuadés que les bourgeois, même les plus marxistes d'entre eux, sont persuadés que les bourgeois vont pouvoir participer à la Commune. Parce que les bourgeois, pour eux, ils travaillent, donc pourquoi pas, ils ne seraient pas avec nous, les bourgeois. Et puis à la fin de la Commune, ils sont persuadés, ils ne pensent plus tout ça. Ils ne pensent plus tout ça. Ils pensent que les bourgeois, ils sont contre nous. Voilà, ils sont contre nous. Donc la Commune accentue progressivement cette partition, le travail en général le travail contre le capital. On voit fonctionner dans les déclarations des uns et des autres, même si, bien sûr, toujours fonctionnent un peu les deux, c'est jamais brutal. Mais donc il y a des mesures concernant le droit du travail qui sont mises en place, elles sont limitées, et des mesures concernant aussi le droit au travail, qui est la réquisition des ateliers abandonnés. On n'a pas le temps de développer, j'en mets une parce que je pense que c'est intéressant. C'est la création par exemple de l'école professionnelle d'art industriel pour jeunes filles, où s'exprime toute une série de rêves communards de l'instruction. Autre point que j'ai beaucoup développé, c'est que les communards, c'est un peu le règne de l'idée, avec un grand I. L'idée. Voilà. L'idée, le rêve humaniste, le rêve gaulien aussi, si on veut. Voilà. C'est très fort chez eux, et tout un pan de morale, de solidarité, je reviendrai sur d'autres aspects, qui est présent dans la Commune. Ça peut aller jusqu'à mettre des sourds-muets dans le mouvement, par exemple. Bon, là, par exemple, vous voyez une réunion des sourds-muets de Paris. Ça, c'est typiquement communard. Les citoyens sourds-muets de Paris sont invités à se réunir. Les citoyens, entendant, parlant et comprenant leur langage, sont priés d'y assister au nom de leur dévouement. Voilà. L'idée, voilà une de leurs idées. Le dévouement. Le dévouement, être dévoué. Ça, c'est fondamental, le dévouement. Pour la cause républicaine, des sourds-muets. Émancipation complète et radicalement morale et intellectuelle avec l'idée du communard. Relation étendue avec tout le monde par le travail et les lumières. Fondation de journaux pour les sourds-muets. Droits sociaux et communaux des sourds-muets. Il y a urgence. Je laisse le mot urgence parce que là aussi c'est quelque chose qui est très important. Dans ce moment de la Révolution, tout est urgent. Il y a une temporalité aussi de l'urgence. Enfin, vite. Donc il y a cet humanisme qui va se manifester par un épisode célèbre, qui est l'épisode où on brûle les bois de la guillotine. Ce que vous voyez devant, c'est la statue de Voltaire, et un bataillon de la garde nationale présente le socle de la guillotine, et on brûle symboliquement les bois de la guillotine devant la statue de Voltaire, qui était évidemment un symbole de la mort injustifiée pour les condamnés innocents au XVIIIe siècle. Devant la mairie du 11e arrondissement de Paris, cette statue de Voltaire a été brûlée sous Vichy. Elle n'avait jamais repassé. Et donc, évidemment,
il y a là un symbole de la forme d'opposition humaniste à la peine de mort. Mais en même temps, dès qu'on plonge dans la vie sociale, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, que dans les classes populaires, il y a une idée morale extrêmement forte qui est l'honnêteté. Je parle de la morale, de leur... Et sur les murs de Paris, le 18 mars, il y a un mot d'ordre, c'est celui-ci. C'est une affiche qui présente pas mal d'endroits dans Paris dont on ignore exactement pourquoi et comment elle est affichée, et mort en voleur. C'est symbolique, ils ne sont pas partisans de la peine de mort, voilà. Mais c'est bien une façon d'exprimer, et on le retrouve dans beaucoup d'endroits, dans ces paroles populaires, parce que ces paroles populaires, c'est extrêmement varié, c'est pas que des paroles humanistes, ça peut être des paroles le vol, on n'en veut pas. Donc, on veut un ordre républicain, et dans cet ordre républicain, il n'y aura pas de place pour les voleurs, parce que le dévouement, l'énergie, le courage d'ailleurs qui vient aussi, mais aussi l'honnêteté, c'est une vertu cardinale auquel nous sommes attachés. Et donc, alors si voilà, c'est simplement une façon aussi, c'est pas qu'intentionnaliste, hein, dans les concepts de la sociologie, on distingue souvent l'intentionnalisme et le fonctionnalisme. Donc, c'est-à-dire l'intentionnalisme, c'est les choses qu'on veut faire, ce sont nos idées, avec la critique. Puis il y a le fonctionnalisme, c'est ce qu'on est plus ou moins besoin de faire en fonction de situation. Alors, en partie dans ça, il y a aussi l'idée qu'il ne faut surtout pas que notre révolution soit attaquée par Versailles, c'est une révolution de voyous et de racailles. Donc il faut qu'on montre bien à toute la France que c'est une révolution qui ne fait pas de pillage, qui ne rentre pas dans les maisons, et ils sont très vigilants là-dessus. Donc voilà, là aussi, vous avez tout un tissu entre les discours qui circulent à des niveaux d'interprétation et à des niveaux à des échelles, là je perds une langue, bon, ça arrive, à des échelles qui sont extrêmement importantes. Voilà. Je renvoie encore une autre, je parle de la révolution culturelle, un épisode très célèbre. Là, la commune a décrété la chute de la colonne Landau. Vous voyez le peuple, là, il est devant la commune, il est très content, il a fait tomber la commune, en tout cas les gardes nationaux, ils posent devant, après la chute, ils sont là, les gardes nationaux, les enfants, etc. Ils ont l'air très contents. Je ne vais pas reprendre l'épisode, mais on sait que c'est Courbet qui est un peu à l'origine, même si ce n'est pas lui qui l'a voté, qui a voté l'abattement de la colonne. On sait que là, il y a une idée de volonté d'affirmer la paix. C'est une colonne impérialiste. Courbet a proposé de remplacer la colonne de Landau par une colonne qui serait construite par des artistes français et allemands pour signifier la paix éternelle entre la France et l'Allemagne. C'est beau. Donc, certainement, il y a une certaine fierté aussi de la Révolution qui abat le passé. Dans Le Père Duchesne, vous pouvez lire ça. Dans la guerre que nous faisons au passé, tout ce qui n'admet pas carrément le principe révolutionnaire doit être éliminé de l'armée de l'avenir. Donc, éradiquons. Alors, vous avez dans les clubs, vous avez dans les assemblées, vous avez des gens qui vont
proposé brûlons les livres de Thiers, sur l'histoire de la Révolution de l'Empire. Ça va jusqu'il y en a un qui va jusqu'à gratter les haines des ponts de Paris, parce que les haines de Napoléon. Ça, la République le fera, de toute façon. On les a supprimés après la Commune, on l'a fait. Changer les noms des rues, mais aussi, par exemple, la fondette Saint-Michel, elle est trop cléricale, il faut la supprimer. Voilà. Faisons une révolution culturelle jusqu'au bout. Mais vous n'avez pas tout le monde. Alors là encore, ça. Vous avez, au contraire, une déclaration qui va dire moi, je n'ai pas la colonne, mais un grand peuple n'efface pas plus son histoire qu'il n'en détruit les monuments. Donc, n'éradiquons pas cette colonne. Vous avez toute une masse comme ça de débats autour de qu'est-ce qu'on peut faire comme révolution culturelle. Jusqu'où on va dans le rapport au passé. On retrouve, tout ça se termine par une défaite, ce sera le dernier point que je vais évoquer, puisque les Versaillais vont montrer dans Paris. Paris va se trouver rapidement isolé. Les communes de Marseille, etc., vont être éliminées. Et cela pose quand même un des problèmes qui sont les rapports à la province, qui va être le dernier point que je veux ici évoquer. Ce sont des rapports qui sont très complexes. Des rapports entre Paris et la province. Premier point, il y a beaucoup de rapports parce que la majorité des communards sont eux-mêmes des originaires de la province. Donc on voit se développer et qu'il y avait toujours eu des rapports commerciaux, des rapports entre les Parisiens et les provinciaux, des rapports de famille, des rapports de commerce, voilà. On connaît les filières dans le bâtiment, dans l'élevage, etc. Il y a toujours eu des liens. Ces liens ne sont pas illimités et on voit qu'ils fonctionnent parce que se créent à Paris des groupes d'originaires qui vont essayer d'aller convaincre les provinciaux de l'intérêt de se rallier à la Commune de Paris. Et ces groupes d'originaires, ils ont un dynamisme qui est étroitement lié à la réalité de la province. C'est-à-dire qu'ils sont importants dans les provinces républicaines, beaucoup moins dans les autres. Après, vous avez un des plus importants groupes d'originaires, c'est le groupe d'originaires de l'Indre. Parce que c'est une province qui est elle-même très républicaine. Un département qui est lui-même très, très républicain. Donc là, vous allez avoir des synergies qui vont se fabriquer assez facilement. J'ai repris les travaux de Jean, bêtement. Donc là, on le voit bien. Vous allez trouver avoir à Issoudun, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Marie Clavière, une commune en idée, en quelque sorte, une commune qui n'a pas lieu, mais qui est présente. On voit, et ce genre de placards trouvés à Issoudun, qui sont d'abord républicains, qui soutiennent la commune, qui appellent, qui se terminent par Paris, vive la commune, ce genre de placards se retrouvent dans beaucoup d'endroits. Et vous voyez l'admiration de Paris. On ne souffre pas que le frère de Paris supporte de nouveau les souffrances semblables à celles qu'ils ont éprouvées pendant des mois entiers. Ça, c'est l'allusion au siège. Soutenons nos frères de Paris dans leur combat pour la République, pour éviter la monarchie, leur combat pour la liberté. Ces placards, vous en avez trouvé dans pas mal d'endroits, mais pas partout. On n'a pas encore une géographie complète de ça, mais on le retrouve. Et de la même façon, on regarde, il suffit de regarder pour trouver qu'il y a énormément de communards d'Issoudun. C'est une des villes qui fabrique beaucoup de communards. Je ne sais pas si il faudrait faire des taux par rapport au nombre d'habitants. Je pense que ce serait parmi les villes qui a donné le plus de communards
par rapport à son nombre d'habitants. Hein. Donc, alors essentiellement, bien sûr, des ouvriers, peintres sur porcelaine, mécaniciens, graveurs sur table, journaliers, un sculpteur qu'on évoquait tout à l'heure, radier, vignerons, puisque c'était une ville de vignerons, on l'a vu tout à l'heure, etc., etc. Vous avez une des villes qui a donné, probablement sur le nombre d'habitants, un des taux les plus élevés de participants à la commune. Donc il y a des synergies qui fonctionnent entre Paris et la province qui fonctionnent, mais il faut bien quand même noter que tout ça n'est pas si facile parce que il y a aussi des tensions. Les tensions, c'est le sentiment que Paris est abandonné par la province. Voilà. C'est certainement des communes, comme tu dis en idée, mais il faudrait pour les Parisiens qu'elles deviennent des vraies communes qui les aident. Et pas seulement des communes en idée. Donc on voit apparaître dans les discours, de plus en plus, au fur et à mesure que ça avance, certaines paroles qui dit les ruraux, c'est vraiment comme les ruraux de Versailles. Ils sont d'accord. Ils nous sont opposés. Et ça va parfois assez loin. Quand je lis un article de Jean-Baptiste Clément, il y a une extrême violence. Alors, c'est surtout les paysans qui entraînent plus que les habitants des villes. Alors les paysans, je veux dire que là, on arrive à une déclaration extrêmement violente. Et Jean-Baptiste Clément, c'est tout. Voilà. Alors, il y avait eu des paysans qui avaient arrêté des communards qui étaient venus dans un village et qui les avaient livrés aux Chrétiens. Donc voilà, Jean-Baptiste Clément écrit un article qui reflète assez bien ce qu'on retrouve partout dans Paris à ce moment-là. Voilà, alors donc, ces paysans, ce sont des pauvres d'esprit et des ignorants, des cutéreux, les plus sinistrement lâches, des Jacques Bonhomme à peine débarbouillés. Vous semez du blé dont nos enfants n'ont pas la moindre part. Ils n'ont même pas le droit de cueillir un bleuet au milieu d'un champ. Vos enfants, vous les ruraux, sont rouges de santé. Les nôtres sont souvent pâles de faim. La compréhension entre ces ouvriers parisiens, bien qu'on leur envoie des déclarations ralliez-vous à nous, on ne pense pas du bien. Et inversement, évidemment, Paris, c'est la reine du monde. En opposition, alors là, ça déferle. Paris est la ville la plus intelligente, la plus belle, la plus féconde du monde. C'est la ville reine. Paris, c'est la capitale. C'est la ville qui représente la France. C'est la ville qui vous éclaire, qui vous guide. Voilà. Donc, vous voyez que rien n'est simple dans les fractures qui se tissent dans les relations entre Paris et la province. Bien que, en même temps, ça soit probablement des moments où, en même temps, les Parisiens regardent Paris parfois avec frayeur, mais en même temps avec admiration à cause du siège. C'est la ville qui a tenu pendant 4 mois face aux Prussiens. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel aux yeux des Français, qui a accepté 4 mois de siège. Donc c'est vraiment leur capitale. Et probablement la période où la ville est la plus populaire, où la capitale est la plus populaire en France. Mais avec, vous voyez, toutes ces tensions qui... Donc voilà ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, pour conclure. Ça se termine dramatiquement par... et là, évidemment, c'est la mémoire dominante de la commune, c'est-à-dire
la semaine sanglante, le crime de masse qui accompagne cette semaine sanglante, mais c'est pas sur ça qu'il est voulu insister dans le livre. On l'a voyé, la représentation de la commune des Versaillais, hein, Fouilly-les-Oies, c'est le village qui veut monter sur Paris. Pour un Parisien, Fouilly-les-Oies, c'est vraiment... Voilà. On va gagner parce que Fouilly-les-Oies, je trouve qu'on demande. Parce que Fouilly-les-Oies, c'était ça, la rentrée dans Paris. Ça se termine par le drame de la semaine sanglante, que je n'ai pas le temps d'évoquer, poserait énormément de problèmes. Donc pour conclure, cette commune, hein, vous voyez, elle est remplie d'innovations démocratiques et sociales qui nous interpellent toujours. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, ce sont des questions que nous nous posons encore de nos jours. Il ne suffit pas que la façon dont ils les résolvent soit les nôtres, mais on sent toujours que cette modernité est là au niveau des questions qui nous interpellent. Mais cette modernité n'a pas de sens, ne peut pas être comprise si on ne voit pas la complexité de ce qui se passe. Si on se contente de l'avancée de la modernité, ça ne suffit pas si on, en même temps, ne creuse pas tous ces liens extrêmement complexes qui doivent éviter la simplification de ce qui se passe dans la commune, de tous ces idées qui s'entrecroisent, de toutes ces paroles populaires qui s'expriment et qui peuvent se poser. C'est pour ça que j'ai appelé ça une polyphonie, que la commune est une polyphonie, au sens où elle interdit finalement toute analyse unilatérale. Il faut accepter des grilles d'analyse diverses. La grille d'analyse marxiste est parfaitement pertinente, mais il faut l'accepter en même temps que la grille d'analyse libertaire, la grille d'analyse républicaine, la grille d'analyse que c'est un mouvement de circonstances avec une guerre civile, que toutes les grilles d'interprétation doivent participer de notre compréhension de la commune. Il est impossible, quand on plonge dans cette vie de la commune, de dire qu'une seule ligne d'interprétation permettrait de comprendre la commune. Et c'est finalement cette polyphonie qui, comme dans la musique, à mon avis, polyphonique, fait de la commune une œuvre et peut-être la beauté d'une harmonie. Voilà, j'ai terminé. Il nous reste quelques minutes, des réflexions plutôt courtes pour permettre à... Oui. J'ai essayé d'être court, mais quand on a écrit 1500 pages, c'est très difficile. Alors, juste une réflexion qui m'est venue. C'est Vallès qui, je pense, a dit « La commune a calé la République ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce de Vallès. Alors, compte tenu de ce que vous avez dit de l'aspect républicain au départ, etc. Voilà. Donc, en quel sens la commune a réussi quand même, on pourrait dire, à caler la République? Oui, enfin, on ne peut jamais préjuger de l'histoire si un événement n'avait pas eu lieu. C'est un peu impossible dans l'histoire, mais c'est certain que la commune a favorisé l'instauration de la République. C'est-à-dire qu'il y a une partie évidente de la bourgeoisie qui était monarchiste, comme Pierre. Fondamentalement, Pierre, il est monarchiste. Il est orléaniste, il est monarchiste. Et il est clair qu'ils prennent conscience que la République, c'est peut-être une solution pour stabiliser la situation politique. Donc, ils vont installer la République, mais qui n'est pas la République que les communards souhaitaient. Voilà. Mais c'est clair que ça fait basculer la France dans une stabilité républicaine. Pas celle que les communards voulaient, qui était une démocratique sociale, pour simplifier.
mais toute une partie des élites prennent conscience qu'il faut finir avec le siècle des révolutions. 1830, 1848, 1870, 1871. Il faut trouver un régime spécifique dans ce qu'est la France qui permette l'établissement d'un ordre. Voilà. Et ils vont donc basculer vers la République. Pas la République au sens où les communards l'entendaient, une République qui leur permettrait de stabiliser une situation politique, alors qui en même temps est plus démocratique, d'un point de vue qu'une monarchie. D'un point de vue, ça reste toujours quelque chose de plus démocratique qu'une monarchie. Mais vous avez raison, c'est un écrit de Jaurès là-dessus qui est aussi très développé, où il explique comment, justement, la commune a fait basculer définitivement la majorité, puisqu'en 1870 et 1871 c'est très serré, va basculer vers une majorité républicaine. Donc oui, la République est fille de la commune. Ça a été reconnu même par le président du Sénat lorsqu'il a inauguré une plaque dans le jardin du Luxembourg. Les amis de la commune avaient réussi à faire inaugurer une plaque rappelant les fusillades de communards dans les jardins du Luxembourg. Et le président du Sénat, M. Monory à l'époque, avait dit que lui partageait aucune idée de la commune, bon, mais il reconnaissait que c'était grâce à la commune que la République avait été installée pour lui lever ça. Une autre réflexion, encore quelques minutes. À propos de la démocratie dont vous avez parlé tout à l'heure, je me pose la question, est-ce qu'il était mis plus ou moins à l'ordre du jour le mandat impératif? Oui, c'est une des idées qu'ils ont, le mandat impératif. C'est pas alors, là aussi, alors, il y a plusieurs idées qui affleurent, le mandat impératif, la révocation. Alors, c'est plus la révocation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'élu est responsable et révocable tout le temps. Donc, il est responsable devant. Donc, il faut trouver les modalités qui permettraient de révoquer l'élu, trouver les majorités, on ne peut pas révoquer comment. Hein. Et donc, ils sont plus, eux, sur l'idée de la révocation de l'élu. Parfois, affleure le référendum, mais ils n'aiment pas trop le référendum. Pourquoi ils n'aiment pas les référendums? La majorité, ça ne marche pas parce que on sort du Second Empire, et le Second Empire, c'était les référendums plébiscites qui avaient conforté Napoléon III. On a fait plusieurs jusqu'à 1870. Donc, ils se méfient du référendum. Leur idée, essentiellement, c'est... Alors, j'aime bien le mandat impératif, hein, tout à fait, mais leur idée, surtout, c'est pas le mandat impératif, parce que le mandat impératif, ils sont conscients que en 4-5 ans, les choses changent. Toujours des nouveaux problèmes dans la vie sociale. Et donc, ce qu'ils cherchent, c'est de trouver alors les moyens de faire circuler ce que la base pense, pour que ça arrive de façon prise en compte par l'Assemblée communale. Donc, ils essaient de mettre en place des circulations très complexes, des organigrammes que j'essaie de décrire dans mon livre, sur comment faire circuler la parole populaire qu'il y a dans les assemblées. Alors, il y a aussi des débats, comme dit, tout est toujours complexe, il y a aussi des débats sur est-ce que nos assemblées populaires sont représentatives. Il y a un certain nombre de gens qui disent c'est bien, mais est-ce que 3000 citoyens réunis qui disent ça représente les 40 000 habitants de l'arrondissement?
c'est bien la parole populaire, c'est bien les 3000 personnes qui sont réunies, c'est une implication formidable. C'est une participation formidable par rapport souvent à ce qu'on voit dans les démocraties participatives actuelles. C'est vraiment une mobilisation assez rare. Mais il y en a qui disent, oui, mais vos assemblées, elles ne sont pas suffisamment représentatives du peuple. Ce n'est pas 3000 personnes qui représentent 40 000 citoyens. Mais voilà, en tout cas, ils cherchent des modalités. Oui, de temps en temps, ils ont le mandat impératif, mais moi, c'est comment faire pour que les citoyens participent constamment aux prises de décision. Voilà. Parce qu'ils croient que le peuple doit être souverain. Ils croient que le citoyen, c'est le souverain. C'est le souverain tout le temps. Et comment faire en sorte que... Alors, on sait que c'est très délicat parce que la compétence, le citoyen ne l'a pas tout le temps sur tous les sujets. On ne peut pas discuter de tous les sujets tout le temps. Il n'est pas en permanence au gouvernement, c'est extrêmement complexe. Mais voilà, donc ils essaient de mettre en place des circulations qui permettent de faire remonter les décisions des assemblées populaires, qu'elles arrivent à la commune et qu'elles soient prises en compte. Donc il y a toute une série de procédures qui sont mises en place pour essayer que ce soit pris en compte. C'est très difficile, ça marche plus ou moins bien, mais voilà, c'est ça leur idée. Donc ils ont le mandat impératif, oui, la révocation, parfois le référendum, et surtout que les citoyens fassent leur devoir, là encore on est sur la morale, devoir, mais c'est un devoir pour les citoyens dans le fait de participer. Un citoyen, ça doit participer à la vie politique, à la vie citoyenne. Ça ne doit pas y participer une fois tous les 4 ans. Ça doit y participer régulièrement. C'est ça leur idée. Alors encore faut-il évidemment que ça donne des résultats. Parce que si ça ne donne pas de résultats, vous ne participez plus à la vie citoyenne. On a l'impression que ça vous sert à... Donc voilà, c'est ça leur idée, c'est ça leur conception originale de la démocratie. Ça permet effectivement que beaucoup plus de gens parlent, et surtout des gens qui ne sont pas habitués à parler. Est-ce que ça a débouché sur certaines mesures, mais aussi sur énormément de difficultés d'organisation? La commune, alors d'un certain point de vue, c'est une grande désorganisation. Bien, on va se terminer là-dessus parce que c'est viteux. Ce soir sur Arte, un documentaire des héritiers de la commune à 23h35 et parmi les intervenants, Pascal Horry, Michel Perrault et notre ancien président Roger Martelly. Merci Jean. Merci à tous et bon retour. Merci Jean et encore merci Jean. C'est la faute d'un tiers.